bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce live au niveau de la technologie derrière les entrepreneurs. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir des invités extraordinaires pour nous parler de ces sujets-là. Donc, premièrement, si on commence par la base, moi, je m'appelle Carl-André Poliquin, je travaille chez Option Travail et j'anime depuis la dernière année là, différents lives pour outiller les entrepreneurs sur des enjeux qui vivent, qui sont importants. J'ai envie de dire qu'on n'ose pas tout le temps poser des questions là-dessus ou qu'on se laisse un petit peu qu'on se laisse un petit peu faire finalement par ce qu'on nous propose sans trop poser de questions. Fait que là, je veux qu'on aille un peu plus loin pour mieux comprendre tous les outils que l'entrepreneur doit avoir ou peut utiliser quand il démarre finalement. Puis on a la chance aujourd'hui d'avoir Sébastien qui travaille avec beaucoup d'entrepreneurs technologiques au camp. Dominique Goulet qui, lui, travaille avec les entrepreneurs pour justement faire une mise à niveau au niveau de leur technologie. Vous me direz si je me trompe, je vais laisser vous présenter tout de suite après. Et Thierry qui est un entrepreneur ça fait plusieurs années là, qui est dans le fond, qui a un beau projet en démarrage de jeux vidéo, donc qui a vécu finalement toute cette phase-là. Donc, on va essayer d'explorer tout ça. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre un mot pour vous présenter, Sébastien, Dominique et Thierry. Oui. Vas-y donc, Dominique. Commence. Parfait. Parfait. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Dominique Goulet. Je suis programmeur de formation. J'ai été un entrepreneur techno très choyé. J'ai eu la chance de jouer au jeu de Thierry pendant que c'était encore des bonhommes allumettes. Ça fait partie du passé. Aujourd'hui, je suis directeur général de Québec numérique. On fait des événements, la scène numérique et le web à Québec pour promouvoir les professionnels de l'industrie du numérique. On a également un centre de formation qui s'appelle 42 Québec pour former des programmeurs dans la belle ville de Québec. Et on a des projets d'aide au virage numérique, entre autres avec la Ville de Québec et le ministère de la Culture, où on offre une aide gratuite et impartiale aux organismes et aux entreprises qui veulent prendre le virage numérique. Merci beaucoup. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Sébastien? Oui, alors, donc, Sébastien Tanguay, directeur principal au camp. Le camp, en fait, c'est un accélérateur de croissance pour les entreprises technologiques. Donc, on a le cœur de ce qu'on fait, le cœur de notre mission, c'est vraiment d'aider des entreprises, des entrepreneurs techno à aller plus loin le plus rapidement possible. On a toute une panoplie d'initiatives. On a 9 programmes d'accompagnement selon les différents stades de croissance des entreprises, donc de l'idéation jusqu'à des entreprises en croissance sur l'international. Et tout, c'est ça, on a un réseau d'une 60aine de coachs, une petite équipe de 8 personnes, mais vraiment autour de l'accompagnement des entreprises technologiques. On a aussi une mission qu'on s'est donnée qui est d'animer l'écosystème entrepreneurial ici à Québec. Donc, d'être un des points d'ancrage de cet écosystème-là. Donc, dans une période normale, non confinée, non pandémique, on réalise beaucoup d'activités dans nos espaces. En 2019, on a fait 235 activités dans nos locaux qui sont dans le quartier Saint-Roch. Et l'objectif de ça, c'est vraiment de trouver des occasions de faire réseauter, de faire rencontrer les différents acteurs de cet écosystème-là dans l'entrepreneuriat technologique. On le fait pas tout seul. Ces événements-là, on les a réalisés avec 69 autres partenaires qui ont travaillé avec nous, donc Québec numérique, dont un paquet d'autres. Mais le but, c'est vraiment de dynamiser cet écosystème-là. Donc, vraiment, le camp, la mission, c'est de créer à Québec un terreau fertile pour les entreprises technologiques. Je pense que vous réussissez bien. J'ai participé à plusieurs événements justement que vous avez à faire, puis c'est tout le temps super intéressant. Thierry, toi, je pense que tu connais déjà Dominique et Sébastien un petit peu? Oui, ben c'est sûr qu'on parle, hein, on se parle avec le camp, puis avec Dominique aussi, autour de faire une conférence au WAC, puis des trucs du genre. C'est vraiment un beau petit monde qu'on a à Québec. Là. Fait que c'est ça, moi dans le fond, je suis le président de Sabotage qui a été fondé en 2016. On est un studio de jeux vidéo. On fait du rétro, en fait, de l'esthétique rétro. Fait qu'en audiovisuel, on est fin 80, mi-90 environ. Là. Okay. Mais après ça, tout ce qui est design et quand il est question de raconter des histoires, etc., ben là, on est vraiment plus moderne. Fait qu'on vient un peu faire une espèce de mariage essayer de garder ce qui était bon dans les expériences qui nous ont marqué quand on était jeunes, puis présenter ça, en fait, aux joueurs contemporains, si on veut. Fait que c'est ça, on a même la chance de même plus être en start-up. Là. Ça a vraiment fonctionné très bien, puis on a commencé à se lancer dans les nouvelles aventures, dont un Kickstarter qu'on a fait l'année passée, qui a très bien fonctionné. On a terminé premier au Canada, all-time. Puis, fait que c'est vraiment
On a vraiment, on teste des nouvelles avenues. Là, on essaie de garder le côté risque, même si, même le côté aventure, même si on est plus stable. Là. Mais c'est ça, fait qu'on est rendu qu'une équipe de 23 personnes. Puis on est en production, puis on vit le rêve. Là. Fait que c'est ça, là, je sais qu'on va parler plus dans les débuts, techno et tout. Là, moi, ça risque d'être pas mal. C'était souvent coin de table, puis on y allait un peu au feeling. Fait que je vais peut-être représenter la partie un peu plus guérilla de ça qu'organisée. Mais Ben, c'est parfait. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je trouve que ta présence est super pertinente. Parce que ça fait combien de temps exactement que tu as commencé ton projet? Ça a commencé en 2015, environ un an, là, soir, week-end. Puis la compagnie a été fondée en avril 2016. Quand Fait que même. ça va faire 5 ans là, dans 2 semaines. C'est ça. Donc, en 5 ans, tu as quand même eu une très, très belle croissance, au-dessus de 20 employés en dedans de 5 ans. Donc, puis quand tu dis que tu as commencé avec un coin de table, ben, je trouve ça intéressant parce que ça nous montre aussi que ça peut être comme ça qu'on peut commencer justement, puis pas nécessairement débourser des milliers de dollars sur des outils qui ne répondent pas nécessairement à notre besoin au départ, finalement. Absolument. Donc, super intéressant. J'ai vraiment hâte d'en entendre parler un peu plus. Déjà, bonjour à tous les gens qui se sont connectés. Là. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont sur Facebook, il y a d'autres gens qui sont sur Zoom. Donc, ceux qui sont sur Zoom, je vais demander quand même de garder le micro fermé là, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cacophonie, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat aussi, ça va nous faire plaisir. Donc, déjà, j'aimerais commencer par un outil comme de base que tout le monde utilise, le site Web. Par quoi qu'on commence quand on veut faire un site web? Parce que là, il y a des gens qui nous approchent en disant, oui, moi, je peux te faire un site web à 5000 $. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi qu'il y a pour 5000 $? Puis là, moi, j'arrive de l'autre côté, puis il y a des affaires comme Shopify, WordPress, Wix, que je peux avoir un site web presque gratuit. Je ne sais pas, est-ce que Dominique, tu peux m'éclairer un peu sur comment je choisis un site web? Par où je commence? Oui, ben, c'est une bonne question par où on commence. Justement, il faut se poser la question, pourquoi on veut un site web? Qu'est-ce qu'on Bonne veut question. faire avec ça? L'objectif, c'est-tu de faire découvrir nos produits, nos services? Est-ce que c'est de faire connaître l'entreprise? Est-ce que c'est de vendre des produits en ligne? Fait que la première question à se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on va avoir un site web qui est plus informationnel pour donner toute l'information sur notre entreprise et produits ou est-ce qu'on va avoir un site transactionnel pour faire des ventes en ligne? Et là, à partir de là, ben, on va décliner une panoplie de solutions. Ça n'a pas besoin de coûter 5 000 $, ça n'a pas besoin de coûter grand-chose. Ça peut aller jusqu'à 100 000 $ pour des sites web plus complexes. La question à se poser, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a de besoin. La première étape, si c'est d'avoir une présence en ligne, ce n'est pas quelque chose qui coûte 5 000 $. Il y a plusieurs solutions gratuites. Tu en as énuméré quelques-unes, que ce soit avec Wix, avec WebSelf, avec d'autres produits qui permettent de créer une plateforme en ligne totalement gratuitement. En échange peut-être d'un peu de publicité ou autre chose. Mais bref, il y a moyen d'avoir une présence en ligne puis de se faire découvrir par les potentiels clients de façon totalement gratuite. Après, là, on peut aller voir des firmes qui vont nous proposer des solutions plus complètes, plus personnalisées, qui vont coûter un petit peu plus cher. Mais tout d'abord, il faut s'assurer que ce qu'on met en place, ce qu'on met en ligne, notre présence est vraiment ce qu'on a de besoin. Donc, on commence tout petit, on commence avec un site gratuit, on voit si ça fonctionne. Là, ça fonctionne, on voit que les clients aimeraient acheter en ligne, bien parfait, on va se diriger vers du transactionnel. On peut y aller avec des plateformes qui ne coûtent pas cher. Par exemple, tu en as énuméré quelques-unes, là, Shopify, Etsy et d'autres qui permettent de vendre des produits en ligne. Une fois que ça fonctionne, puis on se rend compte qu'il y a des problèmes, on voit que la solution gratuite n'est pas adaptée à notre besoin, bien là, on peut effectivement aller voir des consultants ou des firmes, des agences qui vont nous permettre de personnaliser un peu ces solutions-là puis de les pousser un peu plus loin, jusqu'à éventuellement peut-être avoir une solution qui est complètement sur mesure parce que notre processus à nous, bien, il est sur mesure, puis on veut s'adapter à la réalité. Mais l'important là-dedans, c'est de toujours rester réaliste au budget par rapport à ce que ça nous rapporte. C'est quoi le retour sur investissement? Si mon but, c'est de vendre des produits en ligne, puis j'investis 100 000 $ dans une plateforme de vente en ligne, mais j'effectue pour 8 000 $ de vente par année, c'est complètement ridicule. Donc, il faut y aller vraiment avec nos besoins, nos moyens, mais les besoins présents. Concentrez-vous sur les besoins que vous avez actuellement. Régler ces problèmes-là. Puis oui, il va y avoir d'autres problèmes qui vont émerger dans le futur. C'est normal, c'est l'évolution des technologies, c'est la transformation numérique. On va avoir des besoins qu'on ne peut pas prévoir naturellement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on répond à nos problèmes, puis plus tard, ben, on ajustera la solution avec des solutions plus complètes. Et j'aime ça, comme tu dis ça, parce que c'est de se concentrer sur le besoin d'aujourd'hui. De dire, oui, peut-être que dans le futur, je veux avoir une plateforme transactionnelle avec un site web, un forum, puis un blog, puis un name it, mais ultimement, aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai besoin d'un site web. C'est juste besoin d'un one-pager avec ma face puis mes informations de contact. Dans le fond, tu me dis, je n'ai pas besoin de payer nécessairement un programmeur pour faire ça. Tu sais, je peux gosser un peu sur des plateformes presque gratuites puis faire ça pour vraiment pas cher. Puis après ça, évaluer pour aller chercher une plateforme transactionnelle, comme tu dis.
Oui, exactement. Mais, tu sais, si ton point, c'est la même chose partout dans la vie. Là. Si ton but, c'est de te rendre d'un point A à un point B, peut-être qu'une bicyclette, ça fait l'affaire, on n'a pas besoin d'avoir un hammer jaune tout de suite en partant. C'est la même chose pour un site web. On commence avec quelque chose qui va répondre à notre besoin actuel et immédiat, puis après ça, on évoluera dans le temps. Non, c'est bien. Puis, Puis, Sébastien, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, justement, si je peux me permettre, nous, du côté de l'entrepreneuriat technologique, on utilise beaucoup une façon de faire qu'on appelle le MVP, là, le Minimum Viable Product, là, qui est donc ton premier produit viable que tu peux mettre déjà sur le marché pour comprendre. Souvent, la plus grande des erreurs, puis autant ça s'applique à un site web, ça s'applique à un produit technologique, c'est de passer de passer énormément de temps à développer un produit qu'on a imaginé, qu'on pense qu'il est le bon produit avec toutes les fonctionnalités, puis d'investir temps, énergie et argent à bâtir ce truc-là avant d'en faire le lancement pour se rendre compte souvent que c'est pas ça que le marché a besoin, que c'est mal adapté, que c'est pas tout à fait le bon produit. Puis là, ben, on a brûlé c'est ça, les trois facteurs importants, notre temps, notre énergie, puis surtout nos dollars là-dedans. Donc, de commencer petit, c'est exactement ce que dit Dominique. Là, tu commences petit, tu testes, puis là, à partir du moment où tu vois la réaction de ta clientèle, tu vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, les messages puis là, ça permet de tester aussi, ça permet de tester c'est quoi les messages qui passent ou qui ne passent pas, et de bâtir. Fait que c'est une boucle d'itération. Hein. On bâtit quelque chose, on mesure son impact, on apprend, puis à partir de là, on continue à bâtir. Fait que c'est le build, measure, learn. Excusez les termes anglophones, mais c'est des approches qu'on utilise. Cela dit, le seul bémol que je mettrais à ça, c'est qu'il faut faire quand même attention parce que notre site web, c'est notre image de marque. Fait que oui, MVP, mais peut-être pas non plus trop simpliste, boboche ou, je vais y aller grossièrement, mais un site web avec des fautes d'orthographe, un site web avec des... Ben, ça dégage une mauvaise impression. Fait qu'un MVP, ça ne veut pas dire cheap, ça veut dire un produit de base qui peut être super bien pensé, mais dans lequel on n'a pas nécessairement investi énormément d'énergie et d'argent, mais qui n'est quand même pas une version cheap ou botchée, on va dire, encore en bon français, du produit. Je comprends. Puis Thierry, est-ce qu'une page Facebook, c'est suffisant quand tu as démarré? Est-ce que tu étais obligé d'avoir un site web? Ben, on a fait le site web pareil, mais nous autres, on a payé 5000 $. Parce que, tu sais, pour prendre un peu ce que Sébastien disait, c'est MVP, c'est vrai que c'est important, mais souvent on oublie le V, c'est viable. Puis c'est quelque chose qu'on ne définit pas nécessairement, mettons, au début. Puis l'exemple des fautes, il est super bon. Ça, pour nous, la réflexion a été jusqu'à, mettons, on ne prendra pas un Wix, mettons, parce que même ça, on trouvait que ça filait de cheap. Après ça dépend du type de business que tu veux. Nous autres, on voulait accueillir le monde dans l'esprit de. Nous autres, on crée des produits premium pour lesquels on va vous demander de payer. Fait qu'on ne va jamais avoir. On va tout faire nous-mêmes. On ne prendra pas des solutions faciles. Ça ne sera pas présenté dans un template que tu as déjà vu qui va filer générique. Parce qu'on a besoin de faire passer le message dans tous nos channels de communication que ce qu'on fait, ça a une signature, mettons, unique. C'est quelque chose qu'on voulait essayer de dégager, mettons, dans tout. Fait que on a mandaté pour se faire un site web custom à nous. Là. Puis l'autre affaire aussi, ça serait, mettons, checker le domaine, puis comme l'acheter avant que l'offre augmente de 50 fois parce que c'est toi qui l'as fait trender avec tes efforts. Là. Ça, c'est une leçon qui nous a coûté cher. Ça serait mon petit takeaway là-dessus. Là. Dans le fond, vous avez commencé à faire votre marketing, votre branding, puis après ça, vous avez acheté le site web? Ouais, on a rendu Sabotage cool avant d'acheter Sabotage, mettons. C'était un mauvais call, mettons. Puis, c'est le genre d'affaire qu'après, on le sait tout le temps. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est de dire aux autres en espérant qu'ils y pensent. Mais, très bon conseil, en fait. C'est vrai que ça a l'air banal, mais c'est un peu de dire que ça peut coûter quelques dizaines de dollars réserver un autre domaine. Tu dis au pire, j'en réserve plusieurs, puis que je ne sais pas exactement lequel on va utiliser, mais au moins, comme tu dis, tu ne te ramasses pas après ça à dire finalement, on est obligé de payer le triple du prix parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté avant nous. Ouais. Tout à fait, super intéressant. Puis, dans le fond, Dominique, tu as parlé un peu de la publicité. Tu as dit, quand on fait notre site web, on peut mettre de la publicité pour que ça coûte moins cher ou générer un peu des revenus. Sans tomber dans le détail, là, dans le complexe, comment ça fonctionne grosso modo? Là, on choisit des zones, puis on dit, tu mets de la pub là-dessus. Comment est-ce qu'on fait ça exactement quand on publie notre site web? Il y a plein de bonnes questions à se poser quand tu veux commencer à faire de la pub. La première, encore une fois, c'est quoi ton objectif?
Est-ce que tu veux avoir plus de clientèle? Est-ce que tu veux vendre des produits en ligne? Est-ce que tu veux juste faire découvrir ton offre? Est-ce que tu veux générer des prospects pour plus tard? Fait que déjà, déterminer ton objectif. Puis le deuxième aspect qui est super important, c'est de trouver qui est ta tribu, à qui tu veux t'adresser. Parce que les médias de communication, ce n'est pas les mêmes pour tous. Là. Si tu vises des produits, mettons, pour ados, là, puis tu vends ça sur LinkedIn, ça ne fonctionnera peut-être pas aussi bien que sur TikTok. Si tu veux vendre à des gens qui sont plus âgés, ben, peut-être que de passer justement par Facebook, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Fait qu'il faut déterminer ta tribu, où est-ce qu'ils se trouvent, de trouver c'est quoi leurs habitudes de consommation. Puis le but de la publicité, c'est simple, dans le fond, c'est juste de donner un comportement à un client. C'est ce que tu veux faire avec ta publicité. Fait que, il faut que tu réfléchisses à ton concept, à ta tribu, puis à tes objectifs finaux. Fait que si le but, c'est de générer une vente, il faut que tu trouves une façon de donner de la publicité ciblée à tes clients potentiels, ceux qui peuvent acheter, puis de leur donner un incitatif suffisant pour venir te visiter, puis procéder à une transaction au final, puis t'acheter un produit. Et c'est de même que tu arrives justement à faire un ensemble publicitaire qui va fonctionner pour toi. Je vois déjà les autres, entre autres Thierry, là, c'est important, il a mentionné tantôt de mesurer, même Sébastien aussi en a parlé, mais de mesurer les efforts. On met des efforts en publicité. Commencer très tôt à mesurer le retour sur investissement. On met de la publicité, mais ça rapporte quoi? C'est quoi mon budget pour de la publicité? Ce n'est pas un budget qu'on lance en l'air en disant je mets une campagne de pub de 5 000 puis elle viendra que pourra. Mon 5 000 c'est quoi mon objectif avec ça? Je veux générer pour combien de ventes? Je veux avoir combien de prospects supplémentaires? Je veux avoir combien de visites sur mon site web? Les visites, je veux qu'ils durent combien de temps? Parce qu'une visite de 3 secondes, on s'entend que c'est quelqu'un qui a cliqué sur ta pub par erreur, t'a payé, puis ça ne t'a rien rapporté. Il faut que tu mesures ce genre de choses-là, puis que tu sois toujours en train d'ajuster tes publicités pour t'assurer d'obtenir le maximum de rendement de tous les dollars que tu as investis en publicité. Pour mesurer ça, est-ce que je me trompe ou des systèmes comme le ERP ou des CRM, ça aide un peu à faire ça? Ça dépend encore une fois de quel est ton objectif. Si tu parles d'un CRM, tu vas parler plutôt de générer des prospects. C'est sûr que si tu as une entreprise de services conseils en informatique, ton but, c'est d'attirer des gens sur ton site web qui vont te laisser leur courriel pour que tu puisses les contacter et que tu puisses leur vendre après ça des services. Ça ne se passera pas en ligne. Il n'y a personne qui va aller commander. Tu sais, Thierry, il n'est pas passé sur un site d'une agence en disant « Je veux un site web, 5 000 $, mets ça dans le panier, check out ». Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est du sur-mesure. Donc, ce que tu veux dans une business comme ça, tu veux générer des prospects que toi, tu peux contacter pour effectuer de la vente. Effectivement, dans ce cas-là, ça va être un CRM. Après, si ton but, c'est d'amener des clients sur ton site qui achètent directement en ligne, bien là, tu vas avoir des outils de boutique en ligne qui vont te permettre de faire l'analyse de tes ventes par rapport à ça. Puis, normalement, les outils publicitaires te permettent, entre autres Facebook, Google et compagnie, te permettent d'avoir un pixel, un témoin sur ton site qui permet de retracer le parcours du visiteur. Il a cliqué sur une publicité à partir de Facebook, il est arrivé sur ton site, il a visité ces 3 pages-là. Après la 3e page, il a ajouté de quoi dans son panier, il a payé. Fait que là, tu peux voir le parcours du visiteur, tu peux voir son comportement sur ton site, puis qu'est-ce qui a amené jusqu'à la vente ou qui a amené à l'abandon de la vente. Donc, le but, c'est d'analyser ça avec les outils qui te sont fournis par les compagnies publicitaires. Super intéressant. Sébastien, comment tu vois cet aspect-là aussi au niveau des logiciels comme les ERP, les CRM, là, quand tu veux justement analyser tes données? Est-ce que c'est des choses que les entrepreneurs vont utiliser de ton côté? Déjà, peut-être qu'on peut dire c'est quoi un ERP et un CRM. Je ne sais pas si en quelques mots, tu es capable de décrire exactement, là, parce que j'entends déjà plusieurs personnes qui disent « mais qu'est-ce que c'est ça? » puis elles commencent à aller googler ça. En fait, ERP et CRM sont 2 outils de gestion. En fait, c'est un peu comme des... c'est ça, des outils de gestion. ERP est beaucoup plus complet. Souvent, c'est un outil qui va permettre de gérer l'ensemble des aspects d'une entreprise. C'est très peu utilisé souvent dans les startups parce que c'est des systèmes qui sont plus complexes et plus complets, puis peut-être des fois un peu overkill pour une startup. Le CRM, c'est une espèce de... Je vais caricaturer, mais c'est comme une espèce de Rolodex. Là. À la base, c'est une façon de gérer, par exemple, c'est des outils qui vont permettre de gérer, par exemple, un funnel de vente, de comprendre quels sont tes prospects. Quelqu'un qui fait, par exemple, la vente B2B, là, qui vend à des entreprises, d'avoir vraiment une vision sur quels sont mes clients que je contacte, quels sont les clients qui sont des potentiels, qui ont un intérêt, qui sont en discussion sérieuse, qui sont proches d'une vente ou d'une transaction. Ça permet, entre autres ça permet de gérer nos contacts, gérer nos communications. Puis là, il y a toute une panoplie d'outils de CRM qui va
grands systèmes très complexes à des trucs plus open source ou même limite gratuits. Là. Je te dirais que ce qu'on voit, là, les startups ont tendance souvent à ne pas tant utiliser les CRM, plus parce que c'est plus facile souvent d'avoir un fichier Excel on the side, puis de faire de ça un peu à la mitaine. Moi, j'encourage à inclure un CRM le plus tôt possible dans le processus parce que c'est important d'être capable d'être en mesure de mesurer ce qu'on fait. Ça revient à ce que Dominique disait tantôt. On ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Okay? Donc, c'est difficile d'améliorer quelque chose quand on n'a aucune idée de ce que ça donne, tant au niveau de la publicité qu'au niveau de nos efforts de vente, que nos efforts de communication, de nos efforts de... Donc, le plus on peut intégrer ça rapidement, le plus je pense qu'on est capable d'avoir justement une vision claire sur nos ventes, nos prospects, notre façon de gérer tout ça. C'est un peu différent si on vend à des entreprises ou si on vend à des consommateurs, évidemment. Là. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer l'effort d'intégration puis de maintenance d'un CRM. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas parce que la plateforme ou qu'on prend une licence à Salesforce, par exemple, qui est très connue comme CRM au niveau des ventes, qu'on va être capable, il faut l'intégrer dans nos processus, il faut l'inculquer à nos gens, à nos employés dans tout ça. Mais quand même, je pense que c'est un outil il faut rapidement être capable d'imbriquer, je te dirais, dans nos processus. Donc, le CRM, c'est finalement, comme tu disais, c'est une base de données de tous nos clients, à quelle étape ils sont rendus dans le processus de vente essentiellement. Puis à partir de là, on peut analyser les données. Mais comme tu dis, au départ, souvent, on utilise Excel. J'imagine que Thierry, vous avez utilisé Excel au début quand vous avez commencé. Ben, on fait pas, assurément, ça aurait été Excel s'il y avait eu un besoin là. Nous, en fait, on fait pas, à part les trucs de BizDev, de mettons, qu'on a besoin de parler à un représentant chez, exemple, Nintendo pour démontrer notre intérêt de publier un jeu sur la plateforme, des trucs comme ça. Là, à part ces suivis-là, business, de meeting, d'opportunités pour le projet, on fait pas de vente, mettons, à l'unité comme ça. Il y a beaucoup de gestion qui se fait en termes de, on a une équipe de marketing, puis ils vont essayer un ad sur Facebook, puis ils vont dire, OK, on a tel pourcentage de click-through, mettons. En Amérique latine. Mettons. Fait que là, OK, bon, ben, on pourrait mettre le double là-bas en fin de semaine, on va essayer. Ouais, il y a Pâques qui arrive, on veut-tu faire quelque chose avec ça, des trucs comme ça. Fait qu'on traque, mettons, ben, ça revient un peu à ce que Dominique disait tantôt, là, mais dans le sens qu'on se donne des montants. On check ce qui revient en fonction de ce montant-là. T'sais. Quand on voit qu'on a un bon fit, ben là, c'est le temps d'y aller x2, x3 parce que c'est prévisible. Mais en même temps, c'est de rester un peu conscient du fait qu'il y a un marché adressable. Là, si tu mets une pièce puis il en revient deux, ça ne veut pas dire que si tu mets 14 milliards, tu vas je veux dire, à un moment donné, tu es allé atteindre tout le monde. Fait que c'est un peu tout le temps de gager un peu cette affaire-là. Ouais, fait que c'est ça, nous, on est un peu plus là-dedans, je dirais. Là, essayer de sizer un peu notre marché adressable, puis essayer de trouver les bons points d'entrée pour avoir les réponses qu'on cherche, mais on n'a pas comme tel un truc comme un Salesforce. Là. On sait c'est quoi Salesforce, mais la seule affaire qu'on fait avec ça, c'est quand on a un rep de quelque chose qui nous écrit pour nous vendre une technologie, on se dit hey, je veux pas qu'il me change de colonne dans Salesforce, fait que je vais répondre de même là, parce qu'on veut pas recevoir plus d'emails. C'est à peu près là qu'on s'arrête nous autres pour ces trucs-là. C'est intéressant parce que c'est de voir que justement, ce n'est pas pertinent pour tous les projets tout le temps. C'est un peu comme Dominique disait, finalement, ça dépend de c'est quoi ton objectif et qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Je trouve ça intéressant comme vue d'ensemble derrière ça. Puis, un peu comme tu disais aussi, Sébastien, quand on a un nouveau logiciel à utiliser, il faut prendre le temps d'inscrire les données dedans. Puis ça, ce bout-là, effectivement, c'est, comme tu disais, de l'intégrer dans les processus de l'organisation, de dire, je fais une rencontre. Après la rencontre, je m'en vais dans le logiciel, puis j'écris qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui s'est dit. Puis ça demande comme de l'énergie puis du temps supplémentaire. Est-ce qu'il y a des trucs pour intégrer un nouveau logiciel ou une nouvelle façon de faire dans un programme ou justement pour les pratiques de l'organisation, un peu comme contrer la résistance au changement? Y a-t-il des trucs au niveau de la technologie qu'on peut utiliser? Écoute, c'est une excellente question. Les trucs, s'il y en a, moi, je ne les connais pas encore, là, honnêtement, parce que au final, c'est de convaincre l'humain le logiciel, lui, il y a énormément de capacités, là, mais c'est ça. Le maillon faible de ça,
c'est l'humain qui doit rentrer les données, qui doit l'utiliser. Fait il faut que les gens y voient un bénéfice dans leur travail, dans leur quotidien pour que ça devienne partie prenante de leur routine d'utiliser ces outils-là. Je te donne un exemple très concret. Nous, on a au camp, pour gérer nos clients qui sont des entreprises, mais dans le fond, c'est notre clientèle à nous. On intègre maintenant depuis 6 mois un nouvel outil qui est spécifique au monde des incubateurs accélérateurs qui s'appelle Accelerator App et qui est en fait un CRM qui permet de gérer autant les candidatures, nos processus de sélection. Donc, c'est nos communications avec notre clientèle et tout ça. Mais tu vois, on a commencé, ça fait 6-7 mois à l'intégrer, puis il y a encore beaucoup de travail à faire pour être capable, pour que ça devienne partie prenante de notre réalité. Puis pourtant, l'outil, il est parfait pour nous. C'est un outil qui a été pensé pour notre réalité, pour nos besoins. Donc, faut être conscient qu'il y a une longue courbe d'apprentissage, puis que ça se fait avec la volonté de tout le monde de vouloir l'utiliser, mais surtout qu'ils trouvent un bénéfice. Il faut que les gens dans nos équipes, dans nos entreprises, ils comprennent le bénéfice pour leur travail et pour l'entreprise aussi d'utiliser le CRM ou l'outil en tant que tel. Donc, c'est vraiment un travail qui est plus humain que technologique, je te dirais. Là. Mm-hmm. Puis Thierry, toi, quand tu insères des nouvelles pratiques dans ton organisation, j'imagine que tu dois un peu, convaincre ton monde de dire voici un peu comme Sébastien dit, voici les raisons pour lesquelles on utilise ce logiciel-là maintenant. Puis voici par exemple, à chaque rencontre, vous allez écrire dans le logiciel ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, un peu comme on parlait avec Salesforce. Donc, j'imagine que toi, c'est un peu ton rôle en tant qu'entrepreneur de donner ces tâches-là à ton équipe. Mm-hmm. Oui, ben, tout ce qu'il y a à voir avec un peu la structure, là, que ce soit que les autres soient au courant de ce que certaines personnes font, de s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe dans les cracks. On a beaucoup automatisé à travers Slack, dans le fond, là, qui est notre logiciel de chat d'équipe, puis qui est vraiment facile à étendre, en fait, là, avec des bots, avec des trucs automatisés, des questions quotidiennes qui pingent le monde. Fait que là, exemple, les scrums, mettons, ben là, sont faits directement là-dedans. Tout le monde reçoit un ping. Fait que là, chaque personne répond à une couple de questions chaque matin. Ça pose dans un channel qui sert juste à ça. Fait que ça permet aux autres d'aller consulter, de dire ah, j'ai de quoi là-dedans, moi je veux te parler tantôt, des trucs du genre. Sinon, c'est setter des daily calls juste avec des notifications de calendrier. Mais moi, ce que j'ai vu, mettons, tout ce qui était. Parce que je faisais aussi de la gestion d'équipe avant, j'étais programmeur, là, puis un truc que j'ai vu à chaque fois qu'il y a un changement à amener puis que les gens sont de mauvaise foi, là, moi j'ai la solution pour ça, là, à marcher à toutes les fois. Là. Quand tu vois que le monde ne veut pas embarquer dans ta nouvelle idée, là, moi je disais tout le temps juste, écoute, si tu veux pas qu'on le fasse, puis ça t'écoeure, la seule affaire que tu peux faire, là, c'est de le faire comme du monde, puis que ça marche pas. Comme ça, quand ça n'aura pas marché, je ne pourrais pas me revirer de bord et dire que c'est parce que tu l'as mal fait, j'aurais pas le choix de l'enlever. T'sais. Puis à chaque fois, là, à moins que la solution soit vraiment pas bonne, dans quel cas on la retire, ben, ce qui se passe, c'est que les gens, c'est juste une espèce de réticence au changement, right? Puis ils finissent par l'essayer, finissent par être engagés là-dedans, ils le prennent pour acquis 2 semaines après, puis ils ne s'en reviennent même pas pour dire hey, t'avais raison, il fallait essayer ça. Non, ils font juste c'est à moi à cette heure, je suis content, on est super efficace. Puis après ça, l'optimisation a été faite. Là. Cool. Fait que tu leur donnes un peu le pouvoir dans ça, de dire regarde, dans bien l'essayer, puis à partir de là, on va voir si réellement ça répond pas aux besoins. Oui, exact, parce qu'à la fin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est demander directement. Tout le monde est tout le temps willing de faire un effort de bonne foi. Il faut juste que ce soit assumé, que ce soit nommé. Ouais. Dominique, as-tu quelque chose à rajouter sur ça? Ben oui, écoute, moi je trouve ça super intéressant. Sébastien a abordé le fait que l'humain est le maillon faible dans l'histoire. Puis moi j'aimerais apporter l'autre côté. Je pense que l'humain est le maillon fort dans la transformation numérique. Tu sais, dans le fond, la transformation numérique, là, tu peux trouver des définitions aussi complexes que tu voudras qui disent que c'est d'utiliser le big data, le cloud, puis plein de concepts évolués. Mais en bout de ligne, la transformation numérique, là, c'est juste de mettre le numérique au service de ton entreprise pour augmenter sa compétitivité. Fait que ça veut dire 2 choses. On essaie soit d'être plus innovant que les autres, ou on essaie de sauver de l'argent et du temps. C'est une de ces 2 choses-là. Et si vos employés ne comprennent pas les bienfaits d'implanter le numérique, c'est parce qu'on n'essaie pas de régler un problème. On n'essaie pas d'aider leur quotidien. Si les employés ne comprennent pas et ne voient pas la valeur de ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'il n'y en a peut-être pas. C'est pas nécessairement. Non, mais c'est vrai, la technologie, ça sert à régler des problèmes. Si on a vraiment un gros problème de service à la clientèle, puis les agents de service à la clientèle qui répondent au téléphone, ils se disent c'est plate, j'ai jamais le suivi, j'ai jamais l'historique, je ne sais pas de quoi il a été jasé, je ne suis pas capable de faire un suivi correct avec mon client, j'arrive, je suis perdu dans la situation. Ben,
mettre un CRM en place, ça va être naturel. Les gens vont l'adopter parce qu'ils comprennent c'est quoi le problème. Ils savent qu'il y a une valeur ajoutée à ajouter ça dans leur processus de travail. On n'aura pas besoin de les convaincre du bienfait d'amener ça dans leur entreprise. Ils vivent le problème au quotidien. On vient régler un problème fondamental pour cette personne-là. Donc, de dire que la personne est un maillon faible, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est le maillon fort parce que c'est eux qui peuvent nous dire exactement son bienfait de faire de la transformation numérique dans notre entreprise. C'est où la plus grande valeur ajoutée. Effectivement, comme tu dis, quand ils savent pourquoi ou quand c'est eux qui le demandent, on veut un outil pour avoir telle information, ça devient beaucoup plus facile de faire la transition, en effet. Définitivement. C'est la meilleure façon de briser la résistance au changement, c'est que le changement provienne des gens qui ont besoin de ce changement-là. Définitivement. Parce que je trouve ça super intéressant. J'aimerais ça qu'on regarde, j'ai envie de dire, tu sais, les outils de base, Paint, Photoshop, Word, Excel, PowerPoint, tu sais, des affaires comme que tout le monde a sur leur ordinateur ou à peu près. Puis que, j'ai envie de dire, des fois, on ne se sert pas comme à son plein potentiel. On a parlé un peu d'Excel tantôt. J'ai cru comprendre qu'avec Excel, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut faire sur la planète. C'est où le bout où, j'ai envie de dire, on arrête d'utiliser Excel puis qu'on se dit, OK, là, j'ai besoin d'un vrai logiciel qui fait ça. Mettons la comptabilité. Facile de faire la comptabilité sur Excel, mais à un moment donné, tu te dis, pour une business avec 23 employés, Thierry, j'imagine qu'à un moment donné, Excel a pris le bord. Oui. Oui, non, absolument. Là. Puis même affaire, même pour des détails comme juste la gestion des factures, même on est rendu avec un logiciel pour ça. Là. Et on a une personne en freelance, dans le fond, qui s'occupe de tout ça. Puis elle est arrivée avec sa suite d'outils, puis elle était comme, ben moi, ce serait juste ça, les licences, puis c'était avec ça que j'étais efficace. Puis elle a fait, OK, c'est beau, c'est ça qu'on prend. Là. Encore une fois, ça dépend. Là. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a tout le temps gardé un peu, tu sais, qu'on a tout le temps vu un peu comme un défocus, mettons. Là. En termes de c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut que ça soit fait, mettons. Mais on voyait un gros coup d'opportunité à chaque fois qu'on s'occupe. C'est un peu comme le site web, là, si on s'occupe de ça, on ne sera pas en train de mettre le plus de temps possible qu'on peut à faire les produits que nous on fait. Là. Fait que ça, honnêtement, juste tout a été offloadé. Mais oui, là, les outils de base, mettons, sont tombés. Je dirais quand même assez rapidement. Là, on est parti avec la suite Google. Ça, on l'utilise encore beaucoup. Là. Pour les documents et tout, mais tu sais, la gestion de projet et ces trucs-là, ça prenait quelque chose de fonctionnel, là, justement. Fait qu'on a passé à Jira très rapidement. Puis, Mais j'aime ça aussi ce que tu as dit, parce que, dans le fond, la valeur ajoutée que vous avez, c'est pas à faire un site web. La valeur ajoutée de votre entreprise, c'est de faire des jeux. Fait que vous vous concentrez à faire des jeux. Mais pourtant, ça peut être facile dans la tête du monde de dire, oui, mais t'es programmeur, t'es capable de faire un site web. Pourquoi tu ne l'as pas fait toi-même? on voit ça tout le temps. Ça, en tout cas. Ouais, ça c'est des discussions qu'on a le plus souvent, mettons, puis qu'on essaie de dire, non, mais y a-tu pensé comme du monde? Là? Ouais, mais ça va juste m'apprendre 4 heures. Ouais, mais tu peux passer 4 heures à créer la valeur que tu es le seul à pouvoir créer à la place. Hein. Tout le monde va faire ça, puis ça coûte moins cher à l'heure que ce que tu génères à l'heure si tu te concentres sur ton craft. Ouais, je vais le faire pareil, je vais faire 4 heures de plus. Ben oui, fais donc 4 heures, pas fatigué, voir ce qui se passe. T'sais. Mais bon, en tout cas, c'est un long débat qui porte très peu de fruits, là, mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec couple. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis je ne sais pas si Sébastien ou Dominique, vous avez vu ça aussi, mais effectivement, des fois, l'entrepreneur veut faire un peu tout pour économiser un peu d'argent, puis sauver un peu d'argent là où il est capable, puis dire, ah, ben ça, je suis capable de faire ça, fait que je vais le faire moi-même. Puis un peu dans cette optique-là, de dire, ah, ben moi, je suis capable de programmer. Facile de faire un site web. Mais j'imagine qu'à un certain moment, c'est un peu ce que vous dites aussi, là, Dominique, Sébastien, ça fait-tu écho? Ben oui, absolument. Je pense que Thierry l'a nommé, mais c'est un principe économique de base, c'est le coût d'opportunité. Fait que le temps que tu prends pour faire de quoi, même si tu es capable, est-ce que tu es la meilleure personne pour le faire? Puis c'est quoi la valeur que tu génères en faisant d'autres activités? Je suis un peu comme Thierry. Moi aussi, j'ai un background de programmeur, mais si je me mets à faire le site web de chez Québec Numérique, peut-être que mon équipe va me taper ses doigts en disant que je serais plus efficace à faire autre chose. Puis, je suis un peu dépassé aussi. Là. Ça fait quand même 3 ans, je n'ai rien touché. Là, mais Fait que c'est vraiment le coût d'opportunité, c'est de voir la valeur qu'on est capable de générer. Puis on a tous un ensemble de talents qui est unique. Puis oui, on est multifonctionnel. Je veux dire, même Sébastien aussi peut faire, je ne me souviens pas si tu étais programmeur avant, mais je suis sûr que tu peux faire un site web aussi. Mais ce n'est pas là la valeur ajoutée. Puis on a chacun nos rôles dans une équipe pour cette raison-là. On vient apporter de la valeur dans un créneau d'expertise bien précis qu'on a. Il faut savoir justement reconnaître le moment où, oui, on peut le faire, mais ce n'est pas rentable pour personne. Oui, puis l'autre, si je peux me permettre de faire du pouce sur ça aussi, ce que je vois souvent, ce qui arrive, c'est que les gens sont capables de le faire. On est tous capables de faire un peu de comptabilité,
mais souvent, ce n'est pas le focus de l'entrepreneur, puis c'est pas ce qu'il aime le plus faire. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il le repousse. Puis là, c'est l'affaire que tu fais rendu au vendredi soir à 8 heures, puis est-ce que tu n'as pas eu le temps dans ta semaine de faire ça? Fait qu'on on laisse traîner des affaires, on a je vais caricaturer, mais des boîtes de chaussures remplies de factures qu'on va un jour classer. Mais moi, j'ai vu des histoires d'entreprises qui allaient très bien avec des beaux revenus qui semblaient être vraiment sur une lancée incroyable. Puis il y avait une opportunité, par exemple, j'ai vu un acheteur qui se présente puis il dit OK, maintenant, on va regarder ta comptabilité. Là, puis là, tu arrives avec tes 4 boîtes de chaussures, tu dis voilà ma comptabilité, je te laisse regarder ça, dis-moi ce que. Puis là, évidemment, ça ne marche pas. Fait que là, tu es obligé de passer des mois et des nuits à faire du backlogging, d'un. Ou de deux, à un moment donné, il y a quelqu'un d'expert qui se met dans ta comptabilité, qui commence à regarder tes affaires puis qui dit hey, finalement, il y a des problèmes là, qui s'en viennent là, que tu ne vois pas venir, là, soit sur ton cash flow, sur toi. Fait effectivement, là, il faut se concentrer sur ce qu'on est bon à faire. Il faut être capable de mettre des dollars de temps en temps pour s'assurer qu'on va chercher la bonne expertise parce qu'au final, ça va avoir un impact important. Puis c'est la même chose avec oui, la comptabilité, mais d'autres exemples. Là. De temps en temps, oui, un avocat, ça coûte cher, mais de temps en temps, d'avoir un avocat qui va regarder un contrat, qui va avoir un impact sur ta business, ça vaut peut-être la peine de débourser quelques dollars pour avoir le regard d'un expert. Puis c'est la même chose je sais pas, moi, en graphisme, on est tous capables de faire un petit peu de Photoshop, là, mais si tu veux avoir une image de marque, peut-être qu'il faut que tu aies quelqu'un qui connaît vraiment son affaire. Fait que cette expertise-là est toujours importante. Ah, effectivement. Je suis bien d'accord avec tout ça, définitivement. Je pense que c'est de se concentrer sur ce sur quoi on a le plus de valeur ajoutée, puis finalement de réussir à déléguer un peu les autres fonctionnalités. Puis comme Thierry le disait tantôt, c'est un certain moment quand quelqu'un arrive en disant moi, je suis capable de te régler tel problème dans ton entreprise, j'ai besoin de tel outil. C'est de dire, parfait, je te fournis les outils pour répondre à mon problème, dans le fond. C'est comme un moment donné, c'est de dire, OK, peut-être que ça va me coûter, je ne sais pas, 100 ou 200 $ de plus de faire affaire avec toi, mais je sais que mon problème est réglé et je n'ai pas besoin de passer d'heures à régler ce problème-là. Fait que je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas s'il y a des. Jusqu'à présent, y a-t-il des enjeux que là, vous avez en tête qu'on n'a comme pas encore eu le temps d'aborder à travers tout ça? Ou si les gens ont des questions aussi, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Là, ça va nous faire plaisir de regarder ça avant la fin. Quand on parlait, entre autres, là, justement, le fait d'avoir des employés à un certain moment, j'imagine que là, tu commences à avoir des talons de paye. Fait que là, ça te prend des retenues à la source avec tous les systèmes informatiques, le payer les taxes, puis toutes ces affaires-là. Ça aussi, j'imagine que c'est encore une période d'adaptation avec d'autres logiciels pour réussir à entrer ces données-là. Thierry, vous autres, est-ce que c'est justement quelqu'un qui était dédié, disons, à la comptabilité qui dit moi, je vais prendre des taxes puis je vais regarder, je vais gérer ce logiciel-là, puis les autres n'ont pas besoin d'y toucher? Ouais. Au début, ouais, c'est ça. Avec mon cofondateur, lui, il était comme OK, moi, je vais pogner ça, faites la game. Mais là, l'affaire, c'est que premièrement, lui, sa vraie job, c'est de faire du networking. Fait que là, quand il fait ça, il n'est pas en train de faire du networking. C'est pas vrai que tu vas te pogner quelqu'un qui va juste te coûter une coupe de 100$ pour te faire ton networking comme du monde pour débarrer des opportunités, worldwide pour ta business. Là. Bon, fait que focus donc sur tes affaires à la place. En plus de le faire au lieu de faire sa job, il le fait pas comme quelqu'un qui est formé là-dedans, qui est passionné de ça, qui est motivé, qui connaît déjà les solutions. Parce que là, tu apprends à mesure, puis ça devient. C'est pas trop long que c'est complexe. Là. Mettons, tu es juste OK, je vais générer un T4 pour un employé sans demander à personne. Là, oublie ça, là, ça te prend un chargé de projet. Là, fait que c'est ça. Fait qu'à la fin, ça a juste fait OK, on a filé là-dessus qu'on avait une réticence, mettons, à payer pour un service. Puis à un moment donné, ça a fait OK, non, c'est ridicule. Là, puis non, c'est ça. Fait qu'on on a switché à une firme un peu plus petite, mettons, un peu firme de quartier. On s'est dit cool, ça sera pas trop cher. Puis même à un certain point, on a pogné la limite théorique de ça aussi, en fait. Là, où c'était comme, OK, non, il faut aller dans une plus grosse firme parce que là, on commence à avoir des réalités, mettons, quand on a des ventes automatisées sur des plateformes digitales, mais c'est tout du numérique. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de shipping, il n'y a rien. Fait qu'on n'exclut pas vraiment de territoire. Mais là, tu reçois un rapport que eux, avec tel pays, ils peuvent pas retenir les taxes. Fait que là, tu as un cas super compliqué, mais il faut que tu fasses ton rapport comme du monde pareil à la fin. Puis là,
c'est juste, ouais, ça va te coûter tant, puis je te garantis que ça va être correct, puis tu n'as pas besoin d'y penser. C'est comme, ah, OK, ça hey, ça a pas de prix, là, c'est ça. Fait que c'est des trucs qui sont, ça revient finalement à la notion d'investissement, là, qui est juste comme, ben, tu peux voir le coût, mais tu peux aussi voir ce que ça te rapporte. Puis c'est comme, ouais, la conscience tranquille là-dessus, le fait que tout est correct, que quand tu as une question, tu fais juste la poser, mettons, puis que juste avec le fait que. Parce que même si tu le fais, puis tu réussis à le faire au minimum, tu ne l'auras quand même pas fait de façon optimisée, maintenant, c'est ça. Fait que ce que ça va te coûter avoir quelqu'un de professionnel qui s'en occupe, tu vas sauver déjà bien plus que ce qui te coûte ou l'argent que tu laisses à la table en le faisant tout croche, en essayant de deviner comment ça marche. Là, je pense que ça, pour moi, ça revenait beaucoup, surtout là, tout ce qui est comptabilité, là, ça revenait beaucoup à comme un peu respecter cette profession-là, de dire non, non, regarde, c'est compliqué, là, c'est pas un affaire que j'ai à assumer que je prenne demi-journée de m'emmener, je suis capable de tout catcher. Là, c'est des spécialités vraiment pointues, puis à un certain niveau, il faut aller chercher cette expertise-là. Je pourrais pas être plus d'accord avec toi, Thierry. Écoute, nous, on est un exemple concret d'avoir mal fait ça. Et de loin. Moi, quand je suis arrivé chez Québec Numérique il y a 2 ans et demi, avant j'étais sur le conseil d'administration, je suis arrivé comme directeur général il y a 2 ans et demi. Il y avait 4 employés à l'époque. Les payes étaient faites par une petite firme de quartier. Les virements étaient faits via Accéder. Donc, il fallait aller signer les paiements aller signer les payes à chaque fois qu'on voulait le verser dans le compte des gens. Puis là, il y avait comme un fichier Excel à part avec les retenues à la source, puis les cumulatifs et tout. Mm-hmm. Puis, c'est pas la première chose qu'on a adressée quand je suis arrivé. L'équipe a grandi. On va être à peu près 30 d'ici la fin de l'année. Fait que l'équipe a grandi rapidement. Puis, on a accumulé du retard sur ça, en se disant, il y a de quoi qui fonctionne, les employés reçoivent leur paye, c'est un peu gossant d'aller signer à toutes les 2 semaines chacun des payes. Passer 20 employés, aller signer 20 paiements à chaque 2 semaines, ça commençait déjà à être pas mal gossant. Puis, les erreurs se sont accumulées. Là. Il y a des employés qui ont souffert de ça parce qu'il y avait tout le temps des erreurs, ces talons de paye, puis là, la confiance s'est perdue et tout. Fait que là, on a vraiment décidé de remplacer la firme de quartier par un comptable à l'interne qui a pris les choses en main. On s'est doté d'un logiciel de paye complet là, qui est employeur D pour ne pas le nommer. Mais aujourd'hui, tout est fait automatisé. Je n'ai pas besoin d'aller signer les payes de chacun des employés. Fait que si je suis en vacances, je peux rester en vacances. Je ne suis pas obligé de me loguer pour signer des payes. Mais c'est du retard qu'on a accumulé qui a coûté cher, je dirais, autant en capital humain là, sur le moral des troupes. Là, Tu travailles, la base, c'est de payer tes employés comme du monde. C'est comme ton obligation numéro 1. À part si c'est le gouvernement fédéral. Ça, tu peux accumuler du retard pas mal là-dessus. Mais j'osais pas en parler. D'autres, on n'a pas le droit. Je pense que si on a eu... c'est un échec quand même. On aurait dû prendre ça en main avant. Puis le coût, au final, aujourd'hui, ça nous coûte moins cher gérer nos payes de façon efficace parce qu'on travaille avec des professionnels. Il n'y a pas d'erreur. On travaille avec un logiciel adapté. Les gens ont tout en main. Mais on a accumulé beaucoup de retard. Ça a coûté très cher, cette histoire-là, parce que dès le début, on n'a pas pris ça en main de façon professionnelle. Fait que, je dirais que s'il y a bien 2 choses dans une entreprise qu'on essaie des fois d'éviter en tant qu'entrepreneur, là, un petit peu du bout du pied, là, c'est la comptabilité puis les payes, là, mais c'est probablement la chose la plus importante à mettre en place dès le départ. Merci du témoignage. Je trouve ça le fun on parle souvent des coups positifs et des bons coups qu'on a faits, mais je trouve ça le fun quand on réussit à parler finalement de dire voici une erreur qu'on a faite, ça a coûté cher, puis faites pas la même erreur. Puis définitivement, mais je pense que c'est tous des points super importants qui nous amènent à se poser la question, ultimement, un peu comme tu disais tout à l'heure, de dire c'est quoi mes objectifs, pourquoi j'ai besoin de ces différents outils-là. Puis la comptabilité, on sait que c'est comme la comptabilité, la paye, c'est essentiel. Là, je veux dire, on peut tourner les coins ronds sur bien des affaires, mais comme tu dis, si on ne paye pas nos employés, ultimement, le business, ça ne t'offre pas longtemps. Donc ça, c'est définitivement essentiel. Sébastien, as-tu quelque chose à rajouter sur cet aspect-là? Non, honnêtement, je pense que tout a été dit et je suis absolument d'accord avec mes 2 comparses. Excellent. Je voulais regarder aussi, parce qu'une des questions que beaucoup d'entrepreneurs m'ont posées, c'est la question des applications. Donc là, on n'est pas tout à fait dans le site web, on est dans le développement de programmation de quelque chose qui répond à un besoin XY. Puis une des choses que je remarque, c'est que les gens, souvent ne savent pas programmer, donc ne savent pas faire l'application eux-mêmes, mais de 2, ne savent pas non plus où aller chercher quelqu'un qui va programmer l'application puis que ça ne coûtera pas justement 150 000. Comment on fait? Tantôt, Sébastien t'a parlé du MVP. Je pense que le MVP, le Minimum Viable Product, je pense qu'il s'applique bien quand tu veux faire une application. C'est-à-dire, je fais un peu le template de ce que je veux faire pour voir un peu l'application a fait quoi, mais
mais plus loin que ça, concrètement, comment on procède avec, où est-ce qu'on cherche des programmeurs, puis comment on procède avec ces programmeurs-là, finalement, pour avoir une application qui répond à notre besoin et qui ne nous ruinera pas d'une certaine façon? Écoute, ça, c'est une excellente question. Puis je te dirais que la réponse va vraiment dépendre un peu de ce qui est le cœur de ton entreprise. OK? C'est-à-dire que si moi je vais y aller avec des exemples concrets que je vois souvent. Nous, on en a des entrepreneurs qui viennent avec une idée, un concept d'une application, par exemple, mais qui n'ont pas les capacités techniques pour programmer. Ça devient rapidement un enjeu. Okay? Des firmes de développement, là, à Québec, on a des tonnes d'excellentes firmes de développement qui sont parfaitement capables de développer un produit de grande qualité. L'enjeu avec ça, c'est que eux, ils vont prendre tes besoins, que toi, tu dois définir clairement. Ils vont t'accompagner, là. Mais puis ils vont développer ce que tu demandes. Le problème, au stade MVP, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Okay? Tu as une idée. Puis là, développer un MVP avec une firme, ça devient compliqué parce que tu crées un petit produit, mais là, si tu veux le faire évoluer en temps réel, ben, soit que ça va te coûter une fortune parce que tu vas toujours avoir embauché la firme ou soit qu'ils vont te développer une première version. Là, toi, tu vas avoir des modifications à faire, mais eux, ils passent au prochain client parce qu'ils ont d'autres mandats, ils ont d'autres choses à livrer. Fait que là, tu reviens, tu tombes à devenir, on va te faire tes changements, mais dans 1 mois et demi, parce que là, on a un crunch pour l'autre client. En tout cas, ça devient difficile. Fait que si le cœur de ton produit, c'est de la technologie, c'est de l'application, nous, ce qu'on dit, c'est essayer de vous trouver des ressources à l'interne, un cofondateur, des employés, mais qui ont les capacités techniques de faire évoluer ton produit. C'est la meilleure façon. De l'autre côté, si ton application ou ton site web ou ton besoin de développement est très, très ponctuel et très précis et très. Bien là, il y a des tonnes d'excellentes firmes, là, des grandes boîtes qui vont souvent coûter un peu plus cher. Il y a des studios ou des compagnies un petit peu plus de plus petite taille qui sont plus proches, qui ont des tarifs. Puis là, tu peux magasiner. Là, il y a de la place en masse pour magasiner. Puis comme je disais, la plupart sont super bons. Là. Mais ça dépend vraiment de ton besoin. Je te dirais qu'il faut faire attention là, parce qu'effectivement, si le cœur de ton produit, c'est ta technologie, c'est mieux d'essayer le plus tôt possible d'avoir tout ça in-house que d'essayer d'impartir ça parce que ça devient rapidement un enjeu majeur d'argent, de temps puis de service. Est-ce que tu irais plus avec un cofondateur qui est programmeur ou plutôt avec un employé clé qui est fondateur, qui est programmeur, excuse-moi? Ben là, nous, on encourage vraiment beaucoup d'avoir une équipe de cofondateurs qui est très complémentaire, souvent avec une force technique, une force de commercialisation, puis une force de créativité. Là, dans le meilleur des mondes, tu as tout ça dans l'équipe de cofondateurs. C'est pas toujours le cas. Puis à ce moment-là, des fois, c'est d'aller chercher des employés, mais le plus possible au tout début, là, quand tu es capable d'aller chercher une complémentarité des forces de l'équipe de fondation, c'est le meilleur des scénarios. Puis c'est souvent un des ingrédients qui va aider beaucoup à la réussite. Que les éléments clés soient à l'interne du projet, effectivement. Absolument. Tu n'as pas besoin d'aller chercher tout le temps à l'externe, finalement, pour ces talents-là. Thierry, est-ce que vous êtes buté un peu à ça, toi, dans le fond, parce que tu disais que tu étais programmeur de base, donc j'imagine que naturellement, c'est bon, mais c'est toi qui programme le jeu, puis là, tu sais, dans la même réflexion de dire, OK, ben, c'est pas moi qui programme le site web. Et où la ligne dans tout ça? Oui, ben en fait, moi l'affaire, en tout cas, la chance que j'ai là-dedans, c'est que j'ai tout le temps été vraiment plus un gamer qui code qu'un programmeur qui fait des jeux. Là. Fait que, tu sais, faire le site web, ça m'intéressait même pas. Fait que ça a été facile pour moi de caler celle-là. Là. Mais non, en fait, moi, ça l'a aidé. En fait, je vois pas comment je l'aurais fait sans avoir les capacités techniques à la base, mettons. Parce que avant de lancer l'entreprise, il fallait qu'il y ait quelque chose de concret à regarder, là, qui était indéniable. Là, tu le vois, tu peux y toucher, tu peux le filer, mettons. Puis ben ça, ce que ça a demandé, c'est qu'avant que la compagnie existe, il y a un peu plus qu'un an qui s'est passé à vraiment juste à faire du prototypage, en fait. Là. Essentiellement, c'est toi qui as fait? Oui, c'est ça, exact. Au début, on était juste deux, en fait, là, avec un autre qui est notre level designer, là, qui est aussi illustrateur. Fait que là, donc, moi, je faisais le design, la programmation. L'autre faisait le level design, puis
les illustrations. Fait qu'on avait quelque chose qui était tout en placeholder. On était capable de démontrer le hook, mettons, là, le X-factor, de dire, OK, la mécanique qui va accrocher, c'est ça. Mm-hmm. On était capable de la sentir déjà. À partir de ça, on était capable de rassembler du monde autour de ce core-là concret pour dire, OK, il faut le rendre beau, il faut le rendre plus long, faut que ça prenne de la musique. Puis, mais il y avait quelque chose autour de quoi se rassembler. C'est juste l'idée. En tout cas, là, j'en vois moins passer que mes deux collègues aujourd'hui. Mais tu sais, mettons, les fois où je me fais contacter pour des trucs de ouais, j'ai une idée comme pour un jeu, mais là, il faudrait juste la faire. Puis c'est comme ouais, ok, là, toi, t'es un de ceux-là qui pense que l'idée, c'est plus que 1% de la patente. Là. Puis de l'effort que ça prend, là, c'est comme c'est sûr que j'embarque pas là-dedans. Là, parce que là, après ça, c'est du monde que tu leur dis c'est vraiment plus cher que tu penses. Là. Puis là, ils sont comme ah non, mais on a vraiment, vraiment du budget. Là. Puis là, tu te rends compte, ok, t'as 9 000$, ouais, essaye de multiplier ça mettons, par 100. Là. Puis tu vas commencer à être capable d'avoir une équipe sur le sens pour faire ton affaire. Puis je pense que d'avoir passé par une des disciplines, mettons, avant de devenir entrepreneur. Là. Puis moi, c'était ça, en fait, j'avais tout le temps voulu être en design et en direction créative, mais j'ai vu du monde commencer là-dedans, puis ça faisait des catastrophes sur le plancher de production. Parce que tu n'as pas le respect d'aucun des métiers, respect en termes de, tu n'as pas la compréhension du niveau de complexité. Fait que tu es juste, ça, il faudrait juste que ça fasse ça. T'sais. Mais la seconde que tu designes une app, là, tu sais que ouais, c'est bien le fun de jaser du cas qui marche. Là. Mais tu en as des centaines, puis des fois des milliers implémentés de use cases qui ne fonctionnent pas. Puis je vais faire des flashbacks de Momenteo à Dom, là, mais tu sais, c'est compliqué monter quelque chose, c'est vraiment compliqué. Puis il faut se rassembler quand ça va devenir compliqué, quand on va chercher les solutions ensemble, il faut être entouré de monde qui respecte la complexité de ça. Si tu as quelqu'un dans l'eau qui prend pour acquis que ça devrait être simple, puis que le dire en une phrase en français, ça pourrait tout régler, là, ça mène juste à des frustrations, puis ça mène juste en tout cas, à des mauvaises places, disons. Mais j'aime ça comme la façon dont tu dis ça, donc de respecter les professionnels, les gens de métier qui justement, lui, il fait du dessin à longueur de journée. Moi, je ne fais jamais de dessin, ou en tout cas, vous voyez mon talent visuel, mon talent de dessin est en arrière de moi. Là. C'est fonctionnel. Ouais. Ben, c'est ça, c'est fonctionnel. Tu parlais de dessin de bonhomme allumette tantôt, moi je serais super bon pour faire les bonhommes allumettes, mais à part de ça, là, je veux dire, c'est ça. Fait que, effectivement, c'est de respecter cette catégorie d'emploi-là, de dire toi, tu fais ça tous les jours, donc tu es meilleur que moi. Donc, naturellement, comme tu dis, c'est de ne pas prendre pour acquis que c'est facile. C'est facile peut-être pour lui parce que ça fait 30 ans qu'il en fait, mais c'est pas facile pour n'importe qui. Fait que super bon point, je pense, à ce niveau-là. Dominique, Sébastien, est-ce que vous voulez rajouter un mot de la fin? Là? Je vois l'heure qui avance. On va bientôt conclure ça. Donc, si vous avez un mot de la fin, là, je vous laisse le champ libre. Écoute, moi, je dirais, juste pour rappeler, dans le fond, là, le virage numérique, rappelez-vous tout le temps que c'est une question d'être humain, a priori. Là, on est là pour régler des problèmes que ces humains-là vivent. On est là pour rendre la technologie au service de l'humain dans une entreprise. Fait que négligez jamais la portion être humain. Commencez toujours par l'être humain dans votre entreprise. Posez-lui des questions. Posez-lui des questions sur son travail, sur ses processus de travail. C'est lui qui va vous en apprendre le plus et qui va vous pointer les problèmes les plus urgents à régler. Puis de régler des problèmes avec la technologie, ça ne coûte pas toujours 100 000 $. Il y a plein de solutions gratuites. Il y a plein de solutions qui sont là pour vous aider à démarrer puis qui vont vous suivre puis qui vont être incrémentales dans des coûts. Donc, on a parlé plutôt de CRM. Il y en a qui sont totalement gratuits puis quand on a besoin de plus de fonctionnalités, on commence à payer. C'est un bon exemple de ça. Donc, voyez pas nécessairement la transformation numérique comme une bébite qui coûte des millions de dollars. C'est pas ça. La transformation numérique, c'est juste de prendre le numérique et de le mettre à votre service. Merci beaucoup. Oui, ben, en fait, moi, j'ajouterais qu'effectivement, aujourd'hui, si on recule, moi, je viens du monde des startups techno. J'ai été dans des startups il y a de ça un bout de temps, mais à l'époque, quand tu démarrais un projet en technologie, ça demandait des coûts d'infrastructure, ça demandait énormément d'argent juste pour démarrer un projet, parce qu'il fallait que tu aies des serveurs. Puis bon. Aujourd'hui, on sait, là, avec un laptop et une connexion Internet, tu peux créer une business. Après ça, la technologie, c'est pas tout. Effectivement, la technologie, ça devient un outil pour optimiser. Mais il ne faut pas oublier, il faut focuser sur ce qu'on est bon à faire, il faut focuser sur les réels problèmes. Dominique le mentionnait que la technologie est là pour régler les problèmes, mais la même chose, les produits que vous créez doivent répondre à une réelle problématique. Restez focusé sur ça. Restez focusé sur ce que vous êtes bon à faire, sur ce que vous comprenez, ce que vous maîtrisez, puis utilisez toute la panoplie de ressources, autant logicielles qu'humaines autour de vous pour vous aider à bâtir votre entreprise. Aujourd'hui, les modèles d'affaires permettent
autant d'avoir des solutions SaaS où on paye des abonnements, autant qu'on peut embaucher des firmes à l'heure pour d'autres services. Ces modèles-là permettent de faire grandir notre entreprise puis d'adjoindre ces services-là au fur et à mesure que notre entreprise grandit. Donc, c'est beaucoup plus facile si on est intelligent ou si on est efficace dans la manière qu'on utilise nos ressources. Un peu, de ce que j'entends, c'est un peu le concept du lean startup. C'est de réussir à grossir quand on en a besoin, finalement. Exact. Merci beaucoup. Thierry, mot de la fin? Ben non, moi ça va, je trouve qu'ils ont quand même vraiment bien rappé. Là. Je pense que puis tout ça aussi, c'est que c'est des pointeurs, hein, puis c'est tout le temps juste après un coup qu'on l'a fait, qu'on le sait. Puis ça reste que ces solutions-là ont souvent été vraies juste dans l'année en cours où ils ont fonctionné, mettons. Là. Puis à la fin, c'est vraiment ça, c'est d'y aller. Ça reste au concept de base de la tolérance au risque aussi. Là. Si on est entrepreneur, on a une vision, puis il faut juste aller au bout, puis plus ça va, plus le monde va y croire. Puis des fois, quand il y en a d'autres qui n'y croient pas, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'effectivement, on a quelque chose d'unique, mettons, qui peut fonctionner. Mais en même temps, il faut doser parce qu'il faut aussi écouter les conseils parce qu'il y en a qui se sont plantés puis on peut en profiter, mettons. Ouais, d'écouter les conseils, mais c'est ça, des fois de faire à sa tête. À la bonne place, oui, c'est ça. Ouais, en fait, c'est la différence entre la persévérance et l'entêtement. Là, oui. Ça prend de la persévérance, mais pas de l'entêtement. Exact. C'est difficile des fois de faire la différence entre les deux, mais définitivement, c'est important parce que c'est ça, souvent je dis l'acharnement. C'est comme quand on s'acharne sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, à un moment donné, c'est ça, c'est d'accepter que ça ne fonctionne pas. Définitivement. Est-ce que ce fut une très, très belle rencontre, messieurs? Je suis vraiment content. Là. J'espère que les gens qui ont assisté aussi ont apprécié là, la discussion. Mais en tout cas, moi, je suis certaine, je trouve qu'on a abordé quand même différents enjeux, somme toute assez simples, mais qui sont tellement importants dans le développement d'une entreprise que je pense que c'est le genre de choses là, qui méritent justement d'être partagé comme expérience, là, ce que vous avez parlé aujourd'hui. Moi, je suis très satisfait. Donc, s'il n'y a pas de questions de la part de l'auditoire, si vous avez tout dit, dans le fond, on va pouvoir conclure la rencontre. Donc, merci beaucoup à tous. Merci. Au plaisir de se revoir bientôt. Bonne journée.